Bon bah effectivement, ça valait le coup de monter là-haut. Waouh. Le col de Montségur. On voit presque à 360 degrés. Là je vois toute la plaine. En direction de Toulouse, Carcassonne. C'est magnifique. On voit au loin le château de Montségur. Ils aimaient à l'époque aller percher leur château sur des rochers inaccessibles. Mais pourquoi quoi? Qui allait les attaquer là-haut? Moi si j'envahissais ce coin-là, je les laisse là-haut dans leur château. Ils dérangent personne. Vraiment bizarre, mais c'était bizarre à l'époque. Allez, on va faire un château n'importe où, dans le pire coin possible pour monter des cailloux. Ah, c'est sûr, pour se défendre là-haut, ça devait pas être compliqué. Parce que les autres, déjà, pour arriver à monter, c'était pas facile. En plus, ils devaient se prendre des cailloux, des flèches, des bassines d'huile bouillante. Quelle époque joyeuse. Marrant, cette montagne toute ronde là qui sort derrière. C'est vraiment chouette. De ce côté-là, il y a ça. Le spot est magique. Big Buddha. C'est bien souvent le plus gros. Il est long ce camion. Avec le coucher du soleil, ça commence à être tout rose partout. C'est chouette. Je suis arrivé pile poil pour le coucher du soleil. Nickel. C'est un bail que je n'avais pas vu comme ça là. Vous allez voir, à Ibiza, ça va être l'orgie de coucher du soleil. C'est le plus bel endroit au monde que j'ai vu. J'en ai vu beaucoup des endroits. Alors pour les couchers du soleil, c'est un truc de malade. Je vais vous envoyer des couchers de soleil qui vont vous faire voyager. Parce que là, c'est pas mal. Mais là-bas, c'est autre chose. Les couleurs, elles sont complètement dingues. Bon, on va pas se plaindre, là, c'est beau déjà, quoi. Waouh. Petites vaches qui sont là-bas. En train de faire des psylos. Non, les psylos, ils se trouvent plus haut. Il faudrait plus aller, j'imagine, là-bas pour en trouver. L'autre jour, j'en ai trouvé. Je vais commencer à mettre en ligne les vidéos de la randonnée de l'autre jour, juste avant que je descende la montagne et que je pète les freins, en fait. Ah ouais, demain, je peux peut-être essayer de me faire une rando. Et puis grimper là-bas sur les alpages et voir un petit peu ce que je trouve. Ça peut être cool. Je vais voir. Beau le contraste là, entre le vert verdoyant de la pelouse, le bleu du ciel. Mon téléphone, il fait toujours du rouge pour les couchers de soleil, alors que moi là, je vois plus, enfin du orange. Moi, ce que je vois là, c'est plus rosé en réalité. Les couleurs sont toujours déformées par la numérisation, digitalisation. Waouh. Bon allez, je vais lâcher le téléphone un petit peu, je voulais juste vous faire profiter de ça. Parce que ça vaut le coup d'œil. Montségur, ça a l'air touristique. Il y a un autre camping-car qui arrive à côté, pas mal de gens qui passent, qui s'arrêtent. J'imagine qu'en journée, il y a plein de gens qui viennent pour visiter le château là-haut. Même à cette époque de l'année. Et curieusement, là, je vois pas mal de camping-cars. Tous les endroits indiqués sur Park4Night en ce moment, ils sont tous remplis. Il y a plein de camping-cars. Les gens commencent à se ruer vers le sud pour avoir des bonnes températures, puisqu'il commence déjà à faire frais même ici. Donc curieusement, ça s'agglutine en Ariège. Je commence à voir beaucoup de camping-cars.
Et petit à petit, bah, tout le monde va faire pareil, hein. Ça va descendre en Espagne, parce que de l'autre côté des Pyrénées, les montagnes, elles bloquent l'air chaud qui vient du sud, et dès que tu passes les Pyrénées, il fait plus chaud de l'autre côté, direct. Même quand tu arrives à Barcelone, souvent tu arrives en plein hiver, il fait bon, tu peux être en short, en tongs. Quand tu descends à Valencia, je te raconte même pas, il fait super bon toute l'année là-bas. Ibiza, c'est pareil, il fait super chaud. Moi, je me baignais jusqu'au mois de janvier à Ibiza. Janvier, février, il fait un peu froid. Tu lances le chauffage une semaine ou deux dans l'hiver, et puis après, c'est reparti. T'as le printemps qui arrive, au mois de mars, tu te baignes déjà. Enfin, c'est la douceur de vivre, vraiment, un climat doux. Et moi, je suis de ceux qui pensent que l'homme, il est vraiment fait pour vivre sous des latitudes où il fait un petit peu plus chaud. Plus proche de l'équateur, le froid, l'hiver intense, c'est pas pour nous, quoi. Moi, dans ma philosophie, si tu peux pas survivre à poil, c'est que c'est pas le bon endroit pour toi, quoi. Et tous ces pays-là, même la France, etc., en hiver, essaye de survivre tout nu dans les montagnes ou dans la forêt. Tu vas voir combien de temps tu t'en. Donc naturellement, on n'est pas très résistant de toute façon aux intempéries, au froid, comme les autres animaux. On n'a pas de poils. C'est peut-être vrai ce qu'ils disent avec les Anunnaki, qui se sont croisés, les reptiliens, avec les singes pour extraire de l'or dans les mines d'or, pour pulvériser dans leur atmosphère, parce que leur planète, elle devenait trop chaude. Et que c'est comme ça que l'être humain, il se serait créé. Et que ça serait pas l'évolution de Darwin, ou alors le singe qui a commencé à manger des champignons magiques. C'est quand même intriguant, parce que les livres, les tablettes de Sumériens, c'est les plus vieux écrits qui ont jamais été trouvés, quoi. Et l'histoire qu'elle raconte, c'est celle-là. C'est celle-ci. Les Anunnaki qui sont arrivés sur Terre, qui se sont croisés. Leur génétique avec celle des singes, parce qu'ils se sont rendus compte que les singes étaient agiles de leurs mains. Et c'est de là que seraient apparus les premiers demi-dieux. Eux, c'était les dieux. Donc les pharaons, égyptiens, toutes les civilisations anciennes, apparemment, selon ces textes-là, elles auraient été créées par le premier croisement entre les Anunnaki et les singes. Après, avec des milliers d'années, tout ça, ça s'est développé, ça a avancé. Cette nouvelle espèce qui avait été créée, elle a commencé à se révolter, à tuer leurs maîtres. Les Anunnaki, ils se sont barrés chez eux. Il n'y a plus que les premières lignées qui sont restées en tant que dirigeants, et après les hommes qui ont commencé à se développer jusqu'à ce que les premières lignées meurent complètement, les pharaons, etc., etc. Et après, les humains ont été laissés à eux-mêmes sur cette jolie planète. Les autres, ils se sont déjà rendus compte à l'époque qu'on était complètement tarés et que ça allait être le bordel. Ils se sont dit, oh putain les gars, on rentre chez nous, on a déconné, on n'aurait pas dû faire ça avec les singes. Mélanger un singe avec un reptile, ça marche pas, on se barre, et puis bonne chance tout le monde. Puis nous, 10 000 ans après, on est là à se demander, putain, mais comment ils ont construit le Machu Picchu, mais comment ils ont construit les grottes de Benabar, comment ils ont construit la pyramide de Khéops, etc., etc., etc. Comment ils ont fait? Ils n'avaient pas de technologie, ils étaient débiles, c'était des civilisations arriérées, ils connaissaient pas la roue. Mais bien sûr, moi j'y suis allé au Machu Picchu, j'en ai vu plein des sites comme ça. Ça sert à rien de chercher des explications, en fin de compte. T'étais pas là pour voir, mais c'est vrai que c'est intriguant. D'ailleurs, il y a des scientifiques, des chercheurs, il y a plein d'émissions, il y a plein de reportages là qui sont en train d'être faits. J'en ai vu un hier sur les grottes de Benabar par un Français. Super intéressant. Ce qu'il commence à découvrir, c'est incroyable. Le mètre, par exemple, on dit que le mètre, ça a été inventé, je sais plus par qui, etc. En fait, c'est pas vrai du tout ce qu'ils nous apprennent à l'école, quoi. Ils ont découvert que dans les pyramides de Khéops, toutes les chambres en dessous qui sont cachées dans la pyramide, elles respectent toutes la coudée royale. Et la coudée royale, c'est une fraction du mètre. Donc déjà à l'époque, ils connaissaient le mètre. Il y a plein de trucs comme ça, on nous ment, mais du début à la fin, et c'est sûrement des trucs qu'en plus les hauts dirigeants, ils sont au courant.
À l'école, on t'apprend pas que des vérités, on t'apprend aussi des grosses conneries. Et ce reportage sur la Coudée Royale, j'avais vu ça sur Facebook, c'était super intéressant, trop chouette. Une question que je m'étais souvent posée, on me dit oui, non, ils ont calculé, c'est une fraction du diamètre de la Terre, ou je sais plus quoi, l'explication du mètre, mais pas du tout. En fait, la Coudée Royale, elle a été créée il y a fort longtemps, elle était cachée, elle se communiquait entre rois, entre dirigeants, etc. C'est comme ça qu'ils construisaient tous leurs monuments, qu'ils faisaient tous les temples, etc. Parce qu'il y avait un lien avec pi, le nombre d'or, etc., etc., etc. Les anciens, ils étaient loin d'être stupides, ils étaient beaucoup plus avancés que nous, en fin de compte. Il y a même plein de gens qui s'accordent pour dire qu'aujourd'hui, on serait même plus capable de recréer la musique, le solfège, les mathématiques, etc., etc. Parce que la génétique, on le sait tous, elle dégénère. Tu le vois à travers les plantes, etc. Plus ça se reproduit, plus elles s'affaiblissent, plus leur défense s'affaiblissent, plus elles tombent malades, moins elles grossissent. La génétique, elle se dilue en fin de compte. Et la seule manière de récupérer la génétique, d'avoir une génétique fraîche, c'est de faire des hybrides F1 première génération entre deux espèces différentes. Et là, tu récupères une nouvelle génétique hybride qui est super résistante aux maladies, etc., qui pousse bien. C'est pareil pour les humains, en fin de compte. Plus des Français vont se croiser entre eux, plus la race française, elle dégénère complètement. Mais les jours où un Français, il se croise avec un Africain, un Asiatique, n'importe quelle race d'un autre endroit, tu récupères cette génétique. Super costaud. Moi, je l'ai vu avec ma fille. Ma femme était bolivienne, argentine. Notre fille, putain, elle tombait jamais malade. Elle avait la patate. Tu sentais que génétiquement, c'était incroyable, quoi. Et même ma femme, parce que là-bas, c'était quand même le nouveau monde, l'Amérique du Sud. Elle avait une génétique, elle aussi, de dingue, quoi. Elle avait un corps incroyable. Enfin, bref. Souvent, en Amérique du Sud, on constate ça. Parce qu'ils ont été mixés aussi, depuis que les colons sont arrivés. Pour le coup, il y a eu des croisements qui se sont faits, etc. Et on n'est encore pas trop loin des premières générations de ces croisements. Et des fois, il y a plein d'Européens qui vont là-bas, qui se marient, qui font des enfants, et ça refait des hybrides F1, qui ont une force génétique incroyable. C'est pour ça que nouveau monde, vieux monde, souvent quand tu regardes en France, tu vois les gens pas en forme. Moi, je vois ça dans mon village à Chalon-sur-Saône. N'importe quelle ville en France, je trouve que les gens, waouh, il y en a plein, ils sont pas beaux et ils ont pas l'air en forme, quoi. Leur corps, ils sont déformés, ils sont tout blancs, etc. Enfin, tu sens que la génétique, elle est fatiguée, quoi. Fatiguée. Et ça, c'est une réalité. La seule chose que tu puisses faire, c'est de croiser avec une autre espèce pour récupérer une génétique puissante. Ça fait fort longtemps qu'on sait ça, c'est pas nouveau. Enfin bref, je pars encore n'importe où comme d'habitude. Moi, quand je commence à parler, waouh, plus ça va, plus c'est rose. Je suis pas trop rose, mais dans le ciel, j'adore cette couleur. Je trouve ça super cool, le rose dans le ciel. Waouh. Trop cool. J'en ai plein, des vidéos de coucher de soleil comme ça. Celle-là, je vais peut-être essayer de la garder, l'envoyer dans le PC. Parce que quand je vais mettre de la musique en ligne, j'aime bien mettre de la musique avec des paysages. Vraiment falloir que je me reconnecte avec la guitare parce que là, avec toutes ces péripéties, toutes ces aventures ces dernières semaines, j'ai pas joué pratiquement. J'ai dû perdre un niveau incroyable. Au-delà d'un certain niveau, il faut pratiquer tous les jours, beaucoup d'heures pour continuer à progresser, à avancer. Et dès que tu t'arrêtes, tu repars en arrière. Tu repères de la précision, de la sensibilité, etc., etc. Par contre, tu gagnes en idées, en inspiration quand tu t'arrêtes. Donc il faut trouver la juste balance entre les pauses artistiques, profiter de la vie, des amis, des voyages, de la nature, de la bouffe. Plaisir simple de la vie pour te recharger, te ressourcer. Et après, l'inspiration, elle revient. Et moi, je peux sentir à des kilomètres que quand je vais arriver à Ibiza, j'ai l'inspiration qui va être au top. Ça fait un moment que j'en ai pas des masses. Parce que ça fait un moment que je suis un peu triste de ne pas pouvoir être là-bas avec mes amis, etc., etc. C'est vraiment un lieu qui a gagné mon cœur. Et là, j'ai vraiment hâte d'arriver là-bas. Ça va être cool. J'espère que les flics vont pas trop me faire chier, que ça va pas trop être la guerre. La basse saison commence, donc ça devrait aller. On va voir.
Et puis si ça va pas, ben, j'irai à Majorque, en face. Hier, il y a une petite nana qui m'a contacté d'un groupe de camping-caristes d'Ibiza. Super mignonne, en plus une Argentine, tiens. Marine, qui bosse sur les bateaux. Skipper. Elle avait vu un message de moi sur le groupe de camping-car qui demandait comment ça se passait en ce moment, s'il y avait du changement avec les flics, les interdictions, les contrôles, etc. etc. Donc elle m'a appelé. Trop cool. Elle m'a expliqué qu'elle a passé un été, un vrai enfer. Elle a été obligée de bouger en permanence. Elle voyait les flics tout le temps. Elle s'est fait emmerder tout le temps, tout l'été. Elle a eu de la chance, elle s'est pas fait pruner, mais bon, elle restait proche des villages, des villes. Bon, des fois, elle était quand même au bord d'une plage, mais bon, elle n'a pas eu de grosses amendes, parce que les grosses amendes, tu peux les avoir si tu dors au bord des plages, en sol rustique, comme ils appellent ça, suelo rustico. Avant, c'était déjà interdit, mais il y avait de la tolérance. Moi, quand je suis arrivé au tout début à Ibiza, les flics sont venus me voir, ils m'ont fait écouter. Respectez ce qu'on vous dit, vous sortez rien du camion, vous ouvrez pas votre porte, vous mettez pas de pierre sous les roues, vous lâchez pas votre liquide SAD par terre, enfin rien qui dépasse du véhicule. Et on va repasser plusieurs fois pour voir si vous respectez. Si vous respectez, bah il n'y a pas de souci, vous pourrez rester là. Ils sont repassés, ils ont vu que je respectais et ils m'ont plus jamais fait chier en 3 étés. Je n'ai pas passé 3 ans, mais j'ai passé 3 étés là-bas. Ils m'ont jamais emmerdé. Par contre, ils passaient souvent à 8-9 heures le matin et les camping-cars, les vannes qui avaient des fenêtres à projection, par exemple, moi elles sont coulissantes, aucun souci. Ils aimaient bien faire ça, passer tôt le matin quand les gens ils dorment, il fait 45 degrés, il fait super chaud là-bas, la nuit, le matin, l'après-midi, c'est une horreur. Il fait vraiment chaud tout le temps, donc tu dors avec les fenêtres ouvertes et ceux qui ont les fenêtres à projection, bah, ils n'ont pas le choix, il faut bien qu'ils les ouvrent. Bah, ils passaient et ça prunait. Ou un coup, un voisin qui avait le vélo contre le camping-car, les fenêtres à projection ouvertes, puis ça sointait un petit peu d'eau sous son camion, il doit avoir une fuite. Les flics sont passés au matin, ils se sont pris 750 € d'amende. Mais bon, moi je me suis jamais fait emmerder, jamais fait pruner, jamais eu de soucis. Mais maintenant avec cette nouvelle loi qui est passée, qui limite l'entrée des véhicules à Ibiza, elle est active du 1er juin au 30 septembre. Et il y a un paragraphe spécial pour les camping-cars. Les camping-cars doivent avoir une réservation de camping qui couvre la durée de leur séjour. Avec ça, ils peuvent demander l'autorisation de circuler et le ticket. Même les véhicules, il faut qu'elles aient ce ticket parce qu'il faut que tu payes 1 € par jour maintenant en haute saison pour cette nouvelle loi pour l'environnement, je sais pas quoi. Et les camping-cars ont cette restriction en plus. Et ils en ont profité pour rajouter des énormes amendes pour ceux qui ne s'enregistrent pas comme ça ou qui arrivent sur l'île sans réservation de camping. Mais aussi pour ceux qui dorment en suelo rustico, en terre rustique, donc dans la nature. C'était déjà interdit avant, mais avant, tout ce que tu risquais de pire, c'était une amende de 750 €. Et avant, ils essayaient de pruner les gens parce qu'ils dormaient dans leur camping-car, mais en réalité, la loi espagnole de la DGT, l'organisme de circulation espagnol, est clair. Tant qu'il n'y a rien qui dépasse du véhicule, que tu es garé, qu'il n'y a rien d'ouvert, enfin, c'est pas du camping, donc ils ne peuvent pas te mettre d'amende pour dormir. Mais cette nouvelle loi, elle a tout changé, puisque désormais, elle permet au conseil d'Ibiza de te pruner pour ça, parce que tu dors en terrain rustique. Avant, c'était chaque village, chaque ville de l'île avait des règles différentes. Moi, là où je suis dans le nord, ils ont toujours été plus tolérants, plus cool. C'est pour ça qu'ils m'ont jamais fait chier et qu'ils avaient cette philosophie. À partir du moment où tu respectes, tout va bien. Mais maintenant, avec cette nouvelle loi, tout l'été, même là où moi j'étais, les amis qui sont là-bas, ils m'ont dit, ils y sont allés en fourgon, etc. Et ils ont tous reçu des papiers sur le pare-brise en leur disant, qui disaient, bah t'as pas le droit d'être garé là, et si tu bouges pas, tu risques une amende de 30 000 €. Ils ont fait ça sur toute l'île. Dans les faits, apparemment, il n'y a qu'un camping-car qui s'est pris une amende comme ça, c'est passé dans le journal, etc., etc. Un mec qui était allé voir le coucher du soleil et qui était rentré sur l'île sans autorisation, sans réservation de camping. Donc lui, quand ils l'ont trouvé en nature, garé au bord de la crique, en train de regarder le coucher de soleil, ils l'ont défoncé. C'est passé dans le journal, on ne sait toujours pas de combien sera son amende, parce que ça reste à déterminer, blablabla, il faut que ça passe au tribunal. Et ça reste ambigu, parce que la DGT espagnole dit bien que les amendes, elles doivent correspondre à l'infraction. Tu vois, mettre une amende de 30 000 € à quelqu'un parce qu'il est garé, parce qu'il est dans son camion, c'est irréel, c'est vraiment énorme. Et ça, avec des avocats ou quoi, à mon avis, ça doit sauter parce que, je veux dire, je ne sais pas comment c'est en Espagne, quoi, mais très certainement, celui qui se fait choper avec 1 kilo de hashish ou qui a tapé sa nana ou j'en sais rien, il aura sûrement une amende moindre que celle-là, quoi. Là, 30 000 €, ils hallucinent complètement. C'est vraiment
faire peur, c'est de la prohibition, c'est dictatorial, quoi. C'est vraiment terrible. Donc le gros changement, c'est ça. C'est que maintenant, s'ils sont vénères, les flics, et, ils peuvent te mettre une prune, moi, s'ils me mettent 30 000 € d'amende, je leur donne les clés du camion, puis je me barre avec un sac, quoi. Donc on va voir comment ça se passe. Ils ont enregistré tous les camping-cars qui étaient là-bas cette année. Moi, je suis parti juste avant, parce que fallait que je passe le contrôle technique, et j'avais vu cette nouvelle loi que personne n'avait fait gaffe. Personne n'en parlait, mais moi j'avais déjà capté parce qu'elle était passée en octobre dernier. Et je me suis dit, bon, c'est le moment de te casser. Donc moi, mon camping-car n'a pas été enregistré. Je suis pas dans les registres, donc ils pourront pas venir et me dire qu'ils m'ont averti, que je suis enregistré, que machin. Non. J'arrive en basse saison, quand cette loi elle se désactive. Mais même si la loi et l'obligation d'avoir une réservation de camping pour entrer sur l'île est désactivée, ça ne change pas que dormir en terrain rustique, c'est toujours aussi interdit, tout comme avant. Ce qui change, c'est les grosses amendes. Mais bon, j'ai contacté le conseil d'Ibiza, j'attends leur réponse. Je leur ai dit, bon, maintenant vous nous laissez rentrer sur l'île, super, mais comment on fait pour se garer? Moi, je vis dans le nord de l'île, entre San Juan et San Carlos. Tous les parkings des villages ont été interdits au plus de 2 mètres, tous. Il n'y a pas d'endroit où tu peux te garer légalement. Au bord des plages, c'est interdit. Suelo rustico. Donc, tu fais comment? Vous nous laissez rentrer sur l'île, mais comment on fait pour se garer? Il n'y a pas d'aire de camping-car sur Ibiza. Donc, on va voir ce qu'ils me répondent. Je leur avais laissé un audio. Ils m'ont répondu, écrivez-nous en texto. Donc, je leur ai renvoyé la même chose écrite. Et j'attends une réponse, voir ce qu'ils vont dire, quoi, parce que bon... Ils ont perdu énormément de touristes de camping-car, personne n'est venu. Il y a plein de saisonniers qui se sont barrés cette année parce qu'ils ne voulaient pas se faire pruner et que tout le monde était en parano. Donc l'île s'est complètement vidée des fourgons des camping-cars. Je pense qu'ils s'en foutent parce qu'ils gagnent des millions avec tous les millionnaires, les boîtes de nuit. Enfin, c'est un gros business Ibiza, donc les camping-cars, c'est le cadet de leurs soucis. Par contre, en basse saison, c'est pas la même. Il n'y a plus personne, l'île se vide. Et là, ça leur convient d'avoir des camping-cars qui viennent, qui vont dépenser un petit peu, qui vont aller au resto, qui vont payer de l'essence, de la bouffe, etc., du gaz. Donc à mon avis, il va y avoir beaucoup plus de tolérance à partir du 1er octobre. Et c'est pour ça que moi j'y vais. C'est bon, j'ai pas vu mes potes depuis fin janvier, j'en ai ras-le-bol, donc je vais aller les voir. Je vais pas prendre trop de risques. Je vais aller sur ma plage où je me mettais tout le temps, c'est sûr. Je verrai si j'ose dormir là comme je le faisais tout le temps avant. Je passais des semaines... Je bougeais 2-3 fois par semaine. De toute façon, je bouge tout le temps. Moi, je reste 2-3 jours, je me décale. Je vais faire un truc, je reviens. J'occupe pas les endroits éternellement. Je fais jamais ça. Donc, je vais continuer à faire comme ça. Et puis, s'il y a le moindre problème, j'irai me garer dans les zones résidentielles qui sont pas en suelo rustico. Et puis, ma foi, c'est pas grave. C'est pas aussi beau que quand tu es au bord de la falaise. Mais au moins, tu te fais pas emmerder par les flics. Et puis, bon, généralement, tu restes quand même à 200 mètres de la plage, quoi. Donc... c'est quand même cool. Puis vous allez voir les plages là-bas, l'eau, le paysage, c'est magnifique. Je savais pas quand je suis arrivé là-bas, c'est des potes qui m'ont dit viens jouer de la guitare, quoi. Viens, faut que tu viennes jouer, quoi. Pour moi, c'était musique électronique, etc. Mais en fait, ça c'est que Ibiza et San Antonio et ce qu'il y a autour, quoi. Mais tout le reste, c'est que du healing, du yoga, méditation, ayahuasca, champignons, retraite spirituelle, cercle de femmes, cercle de machin, de trucs... enfin, registre akashique, tout ce que tu peux imaginer dans ce délire, quoi. Toute l'île tourne là-dessus. Bon, ils font tous énormément de pognon avec ça aussi. Ils se servent du spirituel pour gagner plein d'argent. Il y a plein de gens très fortunés qui viennent faire leur retraite, etc., et qui dépensent une fortune pour être dans des jolies villas avec des chefs privés. S'ils s'appellent ça une retraite, tant mieux pour eux. Moi, j'ai toujours l'image des retraites des Tibétains dans l'Himalaya qui sont dans une grotte pas chauffée, sans fenêtre. Plus ça, une retraite pour moi, une retraite spirituelle. Enfin bref, quoi. Et donc, tout le nord de l'île et tout le reste de l'île, c'est vierge, c'est beau, c'est que de la nature, c'est préservé, c'est plein d'arbres, c'est tout vert. Ça sèche jamais. En été, ça reste vert aussi, c'est super beau. Dès qu'arrive l'hiver, c'est pas vraiment un hiver là-bas, quoi. T'as jamais vraiment froid. Il y a qu'un mois où il fait un petit peu plus froid, tu chauffes un tout petit peu. Le reste du temps, il fait bon, on dirait le printemps éternel. Ça aussi, entre un long printemps qui remplace l'hiver, clairement, quoi, ça fait plus automne, mais l'automne on dirait un printemps, au fin fond de l'hiver on dirait le printemps aussi, c'est là qu'il y a toutes les fleurs. En hiver ça fleurit, c'est tout fleuri partout, c'est tout vert. Après t'as le printemps qui recommence, mais t'avais déjà l'impression d'y être, et puis ça attaque très rapidement sur les grosses chaleurs, quoi. Donc non, c'est un truc de dingue. Moi quand j'ai découvert cet endroit, je fais putain, mais
où c'est que je suis arrivé. C'est magnifique, magnifique. Il n'y a pas une plage qui est moche, il n'y a pas... C'est un truc de dingue, hein. Les Baléares, franchement. Et puis j'imagine, Formentera, je ne suis pas allé, mais ça a l'air d'être magnifique aussi. Majorque, Ménorque, enfin, super beau. Allez-y aux Baléares, ça vaut le coup. Et si vous voulez y aller en camping-car, ben allez-y maintenant, pas en haute saison, au moins comme ça vous ne faites pas emmerder. Oula, vidéo super longue. Bon allez, je coupe. Puis je vais essayer de mettre ça en ligne tout à l'heure. Il va falloir une éternité pour que ça upload. Allez, bisous tout le monde. Ça fait plaisir de pouvoir faire une vidéo d'autre chose que des freins là. C'est pas cool, hein. J'ai perdu plein d'abonnés. Il y a au moins 20 abonnés qui se sont barrés. Bah ouais, j'ai un souci avec les freins, j'ai besoin de conseils, de machin, je tiens les gens informés, je réponds à tout le monde, etc. Bah apparemment, il y en a, ça leur casse les couilles de voir mes problèmes de frein. Et ils se sont cassés. Alors bien à eux, parce que c'est que très passager. Et puis maintenant, on va renchaîner sur des paysages de malades, sur beaucoup de musique et sur beaucoup plus de fun. Mais bon, quand il y a des galères, il faut les partager aussi, c'est important. Ça permet de montrer à tous les gens qui rêvent de la van life, de se rendre compte de ce que c'est et du merdier que ça peut être. Et puis là, j'ai eu de la chance, hein, parce que très franchement, tu peux finir à l'hôtel avec ton camping-car rapatrié chez toi par dépanneuse, etc. Parce qu'il n'y a pas de solution. C'est que des vieux véhicules comme le mien, attention, c'est compliqué. Il y a plein de gens qui ne veulent pas les prendre. On l'a vu là avec mes freins, ils ont fait un travail de merde. Ils n'ont pas vu que les plaquettes étaient éclatées. Enfin bref. Etc., etc. Et c'est bien que les gens qui veulent s'informer puissent voir ça, parce que ça, c'est la réalité du terrain. C'est pas tous les petits youtubeurs qui sont là à chaque fois de faire des vidéos toutes faites, surfaites, où ils parlent super bien, ils sont trop polis, ils sont trop gentils, ils sont trop respectueux, ils se droguent trop pas, ils font rien, ils sont trop dans les clous, enfin c'est trop propre pour moi, c'est stérile, bordel quoi. La vraie vie, c'est pas ça, la vraie vie, c'est dégueulasse un petit peu. Et ouais, des fois tu te salis les mains quoi. Ça, c'est la réalité de Dieu. Pas le Vinelifer dans son petit fourgon tout blanc, aseptisé, qui vient de s'acheter son machin pour faire ses 3 photos Instagram, quoi, bordel. Et à un moment, la vraie vie en camion, c'est ça. C'est dur, tu galères. Voilà, ça fait 10 jours que j'y suis, hein, pour réparer mes cuves, faire les freins, les machins. Puis je suis sous antibiotiques, je me suis pris un tic sur la tête, j'ai encore une bonne boule sur la tête, etc. Enfin, pas drôle tous les jours, quoi. C'est cool. Tu dors dans des endroits merveilleux. Par contre, il faut être résilient, il faut être patient, et voilà. Pas avoir peur des galères, parce qu'il y en a tout le temps. Allez, bisous tout le monde. Moi, je vais me caler tranquillos. Et commencer ma night. Toucher la guitare, cuisiner, ça va être cool. Bisous.